Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes lundi 1er octobre 2018 et il est déjà 22h22. Alors la dernière fois, donc hier c'était Zoulut qui avait choisi et c'était le cinquième élément, donc ce soir c'était mon tour et j'avais choisi Space Mutiny. Il n'y a aucun lieu pour se cacher de l'ennemi. C'était un DVD de science-fiction que j'avais acheté en brocante il y a un an ou deux, peut-être même 2 ans. Voilà, le boîtier est un peu abîmé, donc on voit, il y a un petit accro, tout ça, mais le DVD en lui-même, le disque est en excellent état. Alors, avec des acteurs peu connus, enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Après, des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Alors qu'on avait comme résumé, la guerre du temps, c'est maintenant. L'énorme station spatiale Southern doit faire face à une mutinerie conduite par le néfaste Calgan et ses hommes. Son but est de s'emparer du vaisseau afin de réduire en esclavage tous les passagers. Seul un homme, Red Brown, a le courage de combattre les rebelles de Calgan. Armé de canons laser et de grenades à neutrons, il mène la fille du commandant et une poignée de soldats dans une foudroyante bataille contre Calgan et sa puissante armée. Donc je m'attendais à un film de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, avec des gentils, des méchants, une mutinerie dans l'espace, tout ça. Je me suis dit, ah, pourquoi pas une mutinerie dans l'espace. D'ailleurs, le titre est Space Mutiny. Et c'est vrai que bon, on nous arrivait de dire quelques remarques, tout ça entre nous en regardant le film avec Zoulut. Et je disais à un moment donné, je comprends pas quand même parce que il me semblait qu'il était question de mutinerie, tout ça. Et finalement, une fois qu'on avait fini de voir le film, eh bien, on a regardé sur internet tout ça pour savoir exactement plus de détails par rapport aux acteurs, par rapport à l'année du film. Et il s'avère que le film est de 87 et qu'il ne s'agit pas du film que l'on pourrait penser qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, et en fin de compte, l'affiche du film, le résumé et les acteurs du film ne correspondent à un autre film qui s'appelle The Time Guardian. Et pourtant, c'est bien écrit sur le DVD Space Mutiny. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un début d'explication, j'ai fait quelques recherches et à un moment donné, je suis tombé sur une chronique Nanarland Space Mutiny. Et parce que je voulais avoir des informations, donc mais Wikipédia ça correspondait pas, Nanarland c'est pareil, la description ça correspondait pas, et tout à la fin de la rubrique c'est marqué. Et donc attention cependant, un piège diabolique s'offre aux nanardeurs trop confiants. On trouve en supermarché pour une somme dérisoire 1 € un DVD qui se part du titre et de la jaquette de Space Mutiny édité par Prism Video. Et là, mauvaise surprise, une fois dans le lecteur, le spectateur découvre atterré qu'il a été volé sur la marchandise, puisqu'à la place il se retrouve avec Time Guardian, un acteur de science-fiction particulièrement fauché avec une Carrie Fisher dont la carrière post-Star Wars était complètement aux fraises. Ce n'est pas la première fois que Prism Video nous fait le coup, on se souviendra d'un Shark Attack camouflé sous la jaquette de La Mort au large. Mais bon, revoir la pratique de la jaquette volante rejaillir en plein XXIe siècle, ça fait quand même bizarre. De là à penser que derrière Prism Video se cachent les mêmes escrocs qui sévissaient au temps de la VHS, il n'y a qu'un pas. Bon, après ça, c'est l'avis de Nanarland, mais en tout cas, il apparaît clairement que ce n'est pas le bon film, donc là, ils ont raison. Après, est-ce que je suis complètement du même avis qu'eux? Donc oui, il y a tromperie sur la marchandise, oui, effectivement, là, je suis parfaitement d'accord. De là à dire, est-ce qu'il s'agit d'un AV? Je suis pas complètement d'accord. J'ai déjà vu pas mal de films de science-fiction, d'ailleurs, c'est une des thématiques qui me plaît le plus. Et j'ai vu beaucoup de films plus mauvais que celui-ci. Ah, clairement. C'est pas un des meilleurs films, mais c'est loin d'être un des pires. Alors du coup, de quoi parle le film? De par le film, évidemment, puisque le résumé n'est pas bon. Comment résumer le film? Alors, on a une première partie qui se passe dans le futur. Et puis donc il y a des humains qui se font attaquer par ce qu'on penserait être des robots, puisque c'est vrai qu'on a quand même une voix off au début, puisque des dialogues sont écrits en anglais pour présenter l'introduction, et donc on a une voix off en français qui nous explique qu'il y est mentionné qu'il s'agit de robots. Or, on apprend assez rapidement dans le film que les méchants, en fait, c'est pas des robots mais des cyborgs, et c'est pas tout à fait pareil. Et donc,
on a une cité qui contient des humains, donc c'est dans le futur, au moins plus de 4000 ans après. On ne sait pas exactement à quelle période, mais au moins plus de l'an 4000 est révolu, sûr. Puisque cette cité donc, qui contient des humains voyage dans le temps, traverse diverses époques, et par moment recrute, embauche certains humains, dont c'est le cas pour le héros du film. Alors là, je vais regarder sur IMDb donc, pour avoir la fiche correcte du film. Et il s'agit du personnage qui s'appelle Ballard, qui est incarné par Tom Burlinson. Et donc lui, il a été recruté, donc on nous dit à un moment donné dans le film qu'il a été recruté à l'époque, en l'an 4000, je sais plus combien. Donc, de quelle époque provient à l'origine la cité, on ne sait pas exactement, mais on sait que c'est au moins après l'an 4000. Donc bon, bref, on a ce décor-là, donc on a des humains dans une cité qui voyagent dans le temps, on a des méchants, des cyborgs qui étaient avant qui vivaient avant sous terre, qui ont décidé de remonter en surface et qui apparemment attaquent la cité parce qu'ils veulent voler la cité des humains pour. Ils vivent sous terre parce qu'ils n'aiment pas la lumière, ils craignent la lumière du jour. Oui, mais là j'expliquais en fait pourquoi ils attaquaient les humains. Mais oui, effectivement, ils vivent sous terre puisqu'apparemment il y a eu une catastrophe ou je sais plus trop quoi et en fin de compte il y a deux groupes de gens qui ont survécu. Donc on pense que les cyborgs étaient des humains à l'origine et qui ont survécu, qui sont réfugiés sous terre et donc ils ont un problème avec la lumière, donc ils sortent la nuit et ils craignent la lumière. Et il y a des humains normaux qui ont évolué, qui ont très peu changé, voire pas du tout physiquement, à part des équipements technologiques plus sophistiqués. Et donc la motivation des cyborgs, ce serait de s'emparer apparemment donc, de la cité qui voyage dans le temps. Ils ont également une technologie qui leur permet également de voyager dans le temps, et donc à chaque fois que la cité fait un bond dans le temps, eux ils apparaissent aussitôt et ils passent à l'attaque. Donc voilà en gros un petit peu le contexte. Et donc on a une autre partie du film qui se passe dans le passé pour eux, mais dans le présent à l'époque où le film était sorti, qui pour nous reste le passé puisqu'on se trouve en 2018. Et pour eux, ce qui était le passé dans le film, mais le présent dans l'époque où le film est sorti, c'était 88. Alors, sachant que le film est sorti en 87, mais il est question de 88 dans le film. Donc oui, je suis désolé si on ne comprend pas grand chose, mais c'est pas évident de parler de contexte temporel, surtout à des époques diverses. Donc voilà, donc on a une période où ça se passe très probablement aux États-Unis en 88, et donc là on a affaire à d'autres personnages dans le film. C'est vrai que dans le futur, donc, on a toute une galerie de personnages, dont un qui est célèbre pour avoir été l'alcoolite de Scott Bakula dans Code Quantum. Scott Bakula, c'est l'acteur, mais il s'appelait comment déjà dans Code Quantum? Non, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Enfin, vous voyez, Code Quantum, la série télé, il y avait le personnage principal qui voyage dans le temps pour réparer les problèmes, tout ça. Et il y avait... comment? Il y avait Al, mais celui de Code Quantum, je sais pas. Non, mais je parlais là du héros. Et puis, en fin de compte, il y avait quelqu'un qui, parce qu'à la base, il venait du futur et il voyageait dans le passé pour réparer des erreurs, pour essayer de trouver une solution pour rentrer à son époque. Et donc, il y avait un. De comment? Il était bloqué dans le temps. Ouais. Et donc, il y avait un de ses contacts qui était toujours dans le futur, mais qui arrivait à communiquer avec lui et qui lui expliquait un petit peu ce qu'on attendait de lui pour essayer de passer à l'époque suivante. Et c'est de cet acteur-là que je parle, qui faisait partie donc des acteurs de ce film-là. Enfin non, pas de ce film-là, puisque la jaquette ne correspond pas, mais du film qui est contenu dans ce boîtier-là. Et oui, c'est tellement le bazar que c'est dur de s'y retrouver. Et donc voilà, il joue également un des personnages principaux dans le téléfilm Les Langoliers, qui est inspiré d'un roman de Stephen King. Et donc voilà, donc il y a ce personnage qui apparaît, donc c'est une tête connue. Il y a également donc dans les personnages du futur, parmi les humains qui combattent les cyborgs, donc je sais plus de quel est le nom de l'espèce des cyborgs, mais enfin bon. Dealer, ou je sais plus, ça ressemble à Dealer. Ouais, c'est un nom un peu bizarre. Et donc voilà, donc alors je retourne sur la fiche.
Alors le personnage principal est joué par Tom Burlinson. Et donc, ce personnage-là, il va aller en mission de reconnaissance pour préparer l'arrivée de la cité avec un autre soldat qui est incarné par Carrie Fisher. Donc ce soldat-là s'appelle Petra. Et Carrie Fisher, si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque c'est celle qui incarne la princesse Leia dans la trilogie Seigneur des Anneaux. non, Star Wars, mais 4, 5, 6. Je crois qu'elle apparaît aussi dans le 3,5, enfin le spin-off, Rogue, Rogue, je sais plus quoi, à la fin. Et puis également dans les épisodes 7 et 8, et peut-être dans le futur 9. Bien qu'elle soit décédée, ils ont trouvé un moyen de la faire apparaître avec la technologie numérique. Donc voilà, elle incarne un des personnages principaux de l'époque du futur. Après, au niveau des acteurs, donc de manière générale, il y a donc Tom Burlinson, Nikki Coghill. Je crois que c'est celle qui joue le personnage féminin principal de l'époque de 88, qui s'appelle Annie. Voilà. On a Dean Stockwell, donc voilà, c'est celui dont je vous parlais, qui joue dans Code Quantum. Carrie Fisher, Peter Merrill, Tim Robertson, Jim Holt, Tai Liu Wan. Qui joue Sun Hwa. Alors lui, je pense c'est celui qui nous est pensé un petit peu au maître d'arts martiaux dans Karate Kid et qu'il a une voix bien particulière, le doubleur VF, on dirait un des doubleurs des Chevaliers du Zodiac. Alors il y a également aussi Damon Sanders, Tom Carpani, Henry Salter, Peter Ely, Adrian Shirley, Don Barker, Terrien Crawford. Voilà pour le casting. Donc il y a vraiment pour moi deux personnages connus, donc celui qui joue dans Code Quantum et Carrie Fisher. Après les autres, je vois pas trop qui c'est. Dans les doubleurs, il y a au moins deux, parce qu'au niveau du film, on a le choix entre des options. Soit regarder le film en français, soit aller sur les chapitrages, et c'est tout. On peut pas voir dans une autre langue. Donc on a vu tout en VF. Donc il y a au moins deux doublages VF qui correspondent à des doublages des personnages des Chevaliers Zodiac. Et à un moment donné, on les voit parler entre eux. Donc je trouvais ça un petit peu comique. Si vous avez vu également SOS Phantom 1, donc je crois qu'il apparaît aussi dans le 2. Celui qui est le voisin de palier de la personnage féminine qui est incarnée par comment s'appelle celle qui joue dans Alien là, qui est super connue et qui joue dans SOS Phantom. Sigourney Weaver, voilà. Elle a un voisin dans son immeuble, je sais plus si c'est de palier dans son immeuble, qui vient souvent la voir, tout ça, et qui est considéré comme le maître des clés. Donc, je sais pas si vous voyez dans SOS Phantom. Et B, il y a un des personnages dans ce film-là qui a le même doublage VF, et donc, je trouvais ça un petit peu comique, puisque c'est vrai que c'est un doublage VF qui n'est pas si courant que ça. Voilà, c'est les petites anecdotes. Après, le film, globalement, il est moyen. Ah, excuse-moi, j'ai pris un peu froid. Alors. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, globalement, le film est moyen. Il se regarde pas trop mal. Je veux dire, nous, on a... Oui, si tu veux compléter, parce que là, j'ai du mal. Ouais, ce qu'on a pensé du film. Je sais pas, c'était bien. Ce que t'en as pensé toi? Je suis dans mes esprits. J'avais pas trop de... T'as pas trop d'avis? Non, je pense que c'est un film qui se laisse voir. Il y avait pas une scène que t'avais trouvé marrante? Avec attention, baisse-toi. Ah non, oui, oui, où il la jette carrément. Ouais. Attention, oui, baisse-toi ou je sais plus. Ouais, il y a deux des personnages principaux qui sont ensemble, donc un homme et une femme, et à un moment donné, il lui dit attention, baisse-toi, et du coup, il la jette carrément au sol. Oui, on la voit s'écraser comme une merde au sol, la fille, en plus. Hein, dans le machin. Donc voilà, c'est bon, ça va mieux. Alors donc globalement, le film se regardait plutôt bien, donc j'ai bien aimé. À savoir aussi que peut-être quelque chose qui a pu jouer, parce que pour un film d'époque, je trouve qu'il a quand même relativement assez bien vieilli. Et je pense que ce qui peut jouer également, c'est par rapport à la réalisation, c'est-à-dire que
C'est beaucoup en décor naturel, en costume, voilà, ça utilise peu d'effets spéciaux et pas du tout d'image de synthèse. Et je pense que du coup, ce genre de film-là vieillit beaucoup mieux que les films qui utilisent à profusion les images spéciaux, tout ça, les effets spéciaux, tout ça, je pense. Du coup, ça rendait plutôt pas mal. Donc même en 2018, ça se regardait pas trop mal. Et puis, par exemple, on peut comparer du coup ce que je veux dire, par exemple, avec les deux trilogies Star Wars, les deux premières. Donc, où on a la trilogie 4, 5, 6, les épisodes des films 4, 5, 6, où c'est avec beaucoup de décors naturels, de costumes, tout ça, et avec des petits arrangements. Enfin, il a fait des choses, voilà, pas tant que ça d'effets spéciaux. Et par contre, les épisodes 1, 2, 3, où c'est beaucoup avec des images de synthèse, des choses comme ça. Et du coup, je sais pas, je trouve que les films 4, 5, 6 de Star Wars ont mieux vieilli que les 1, 2, 3. Ah, je pense que ça joue là-dessus et c'est pour ça que pour les suivants 7 et 8 ils ont essayé de refaire un petit peu de l'ancienne méthode, tout ça. Je pense que ça joue là-dessus. On a des passages un petit peu, on se demande aussi, c'est vrai que bon, ça a un petit côté nanar quand même de l'espace, mais voilà, avec des pistolets laser qui font piou piou piou. À un moment donné, on a trois types parmi les personnages, donc ceux qui sont du camp des gentils, qui ont été touchés, donc ils tombent, donc ils font le cri classique. Ah! Donc voilà, ça peut faire sourire. On a aussi une scène, je me suis demandé aussi un petit peu à quoi elle servait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on a les gens du futur qui se préparent à aller dans le passé, donc à 88. Et donc du coup, c'est la phase de préparation. Donc le héros, il est torse nu, mais avec l'armure qui colle, donc une armure métallique qui colle aux pectoraux, tout ça. Et la femme, donc incarnée par Carrie Fisher. Elle, pareil, donc directement sur son corps, donc on a son armure qui épouse complètement les formes de son corps, et du coup, donc certainement pour une meilleure protection, et du coup, ça donne l'impression que ça met relativement bien sa poitrine en valeur. Donc, on se demande, est-ce que c'est pour la protéger? Est-ce que c'est pour qu'on voit qu'elle a une poitrine? Pourquoi? Mais après, on se dit, c'est certainement pour la bataille, puisqu'ils vont aller dans le passé, ils vont devoir affronter les cyborgs, tout ça. Et en fait, non, parce qu'ils arrivent dans le passé, donc pour se fondre dans le décor, tout ça, ils mettent des vêtements civils, des vêtements classiques. Donc en gros, on a une scène où ils ont une belle armure, tout ça, et qui sert absolument à rien du tout. Donc, pourquoi pas. On a des décors bien sympathiques aussi, la scène de la baignade avec l'héroïne du passé qui rencontre le héros du futur. À un moment donné, il se baigne à moitié nu, tout ça. Donc c'est une scène que j'ai bien appréciée aussi. Bah quoi? On peut apprécier les films, c'est fait pour être regardé et savouré. Donc voilà, donc c'est vrai que je sais pas parler de toute l'histoire. Donc on a le futur, donc après ils vont dans le passé pour préparer donc l'arrivée de la cité et donc un éclaireur, et donc ils font la rencontre d'une jeune femme, comment on dit déjà? Une géologue, voilà. J'allais dire une géologiste, mais ça n'existe pas. Oui, j'allais inventer un mot. Une géologue qui était là donc pour par rapport à un endroit mystérieux où il se passait des trucs ou je sais pas quoi qu'elle a entendu parler. Elle rencontre en chemin un chercheur d'or, tout ça, et finalement donc elle va faire la rencontre du héros et du futur et de celle qui l'accompagne. Et elle va très vite comprendre ce qui se passe et elle va décider de les aider à résoudre leurs problèmes, à préparer leur mission, tout ça. Donc voilà, donc on a un grand moment, une grande période du film qui se passe dans le passé en 88 avec des décors pas trop mal, avec différents types de personnages, avec des shérifs qui sont vraiment là d'être ripoux. Voilà, donc il y a différentes scènes et pas très intelligents. Ouais, il y a différentes scènes avec des passages un petit peu sympas, tout ça. Et puis après, évidemment, donc il y a finalement donc dans le passé, en 88, le combat final entre les cyborgs et les autres humains, donc les humains qui n'étaient pas sous terre. Allez,
Et puis après, final classique, tout est bien qui finit bien, et puis voilà. Bon, évidemment, au passage, il y a eu pas mal de morts, tout ça, donc il y a des scènes un petit peu cheap, mais voilà, c'est franchement, pour un film science-fiction de 88, c'est plutôt correct, ça a bien vieilli, et franchement, j'ai vu des films de science-fiction beaucoup plus récents qui étaient vraiment très très mauvais. On en avait vu des films qui étaient sortis entre 2005 et 2018, et même des films après 2010 qui étaient vraiment très mauvais science-fiction, qui étaient bien en deçà de ce film-là. Donc voilà, franchement, pour un film de 88, ça se regarde bien. De 87. Ça se passe en 88, mais c'est un film de 87. C'est complètement le bazar. Donc ce film s'appelle The Time Guardian. Au niveau de la rareté, si vous cherchez The Time Guardian sur Amazon ou sur Prime Minister, vous ne trouverez pas ce film en DVD. La seule édition qui me semble exister de ce film-là, c'est sous le nom de Space Mutiny, et qui a été édité par Prism Vision. Apparemment, ça se trouvait facilement à une certaine époque. Maintenant, même si vous tapez Space Mutiny sur Amazon.fr, vous n'allez rien trouver. Mais si vous allez par exemple sur Price Minister, donc là il y a facile 30 résultats et vous devrez pouvoir le trouver à 90 centimes. Voilà, donc c'est pas un DVD très très rare, mais il faut le trouver sous le nom de Space Mutiny comme c'est écrit ici, alors que ce n'est pas du tout le film Space Mutiny. C'est assez étrange comme concept. Mais voilà, donc du coup, est-ce que c'est classé sous le nom Space Mutiny? Est-ce que c'est classé sous le nom Time Guardian? C'est un peu paradoxal. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film-là, Zoult? Non. Bon, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.